Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où tout le monde vous dit que c'est fini, que les chiffres sont contre vous, et qu'il ne reste plus qu'à accepter votre destruction. Ce moment où vous regardez l'armée qui vient vous écraser, et vous réalisez que combattre de manière conventionnelle est un suicide garanti. La plupart des gens abandonnent à cet instant, pensant que contre 6 fois plus d'ennemis, il n'y a aucune chance. Mais et si je vous disais qu'il existe un moment dans l'histoire où 4000 Serbes ont transformé leur situation désespérée en massacre total, où ils ont pris 25 000 Ottomans venus les anéantir et les ont littéralement détruits dans une bataille qui a changé le destin des Balkans? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un prince serbe a utilisé le terrain, la psychologie et une audace folle pour transformer des probabilités impossibles en victoires écrasantes. Et le plus incroyable, les principes qu'il a appliqués peuvent changer votre façon d'affronter vos propres batailles quand tout semble perdu. Préparez-vous, parce que cette histoire va vous montrer que l'intelligence tactique vaut plus que 10 000 soldats. Le 15 juin 1489, dans les plaines de Kosovo près de la rivière Sitnica, le prince serbe Lazar Rebeljanović observait depuis une colline rocheuse l'immense armée ottomane qui s'étendait à perte de vue comme un océan de métal et de soie. 25 000 soldats ottomans avançaient en formation parfaite, leurs bannières vertes flottant dans le vent chaud de l'été qui portait déjà l'odeur de la poussière et du cuir. Le sultan Murad Ier lui-même commandait cette force colossale, accompagné de ses 2 fils et de la cavalerie d'élite des janissaires, dont la réputation terrifiante avait fait tomber à genoux des royaumes entiers. Le son de leurs tambours résonnait à travers la plaine comme le battement de cœur d'un monstre géant qui venait dévorer la Serbie. Les 4000 guerriers serbes rassemblés autour du prince Lazar représentaient tout ce qui restait de la résistance chrétienne dans les Balkans. Des chevaliers nobles en armure lourde côtoyaient des paysans armés de lances et de haches, tous unis par la certitude qu'ils allaient mourir ce jour-là, mais déterminés à vendre chèrement leur vie. La mathématique était brutale et simple. 6 soldats ottomans professionnels pour chaque défenseur serbe. Une armée qui avait conquis l'Anatolie entière contre une force improvisée qui n'avait même pas assez d'armes pour tout le monde. Pas de renfort possible, pas de fortification où se réfugier, pas de miracle stratégique évident. Et pourtant, le prince Lazar souriait en regardant l'armée ottomane s'approcher, car il savait quelque chose que le sultan arrogant ne comprenait pas encore. Si vous commencez à ressentir l'intensité de cette situation où les chiffres hurlent votre défaite certaine, laissez votre like pour soutenir la chaîne et aider d'autres personnes à découvrir ces leçons de stratégie qui prouvent que l'audace peut renverser n'importe quelle supériorité numérique. Votre soutien permet de continuer à raconter ces histoires impossibles qui inspirent à ne jamais accepter la défaite comme inévitable. La campagne ottomane de 1489 était le point culminant de décennies d'expansion implacable à travers les Balkans. Après avoir détruit les Bulgares à la bataille de la Maritsa et forcé les Byzantins à payer tribut, le sultan Murad avait tourné son attention vers la Serbie, le dernier obstacle majeur avant la conquête complète de l'Europe du Sud-Est. Le prince Lazar avait tenté de former une coalition avec les Hongrois, les Bosniaques et les Valaques, mais les jalousies politiques et les rivalités territoriales avaient saboté toute alliance significative. Quand l'armée ottomane franchit les frontières serbes en mai 1489, Lazar se retrouva essentiellement seul face à la plus grande force militaire de l'époque. Le sultan avait envoyé des ultimatums clairs, soumission totale ou destruction complète. Pas de négociation, pas de compromis, pas de survie possible pour la noblesse serbe qui refuserait de se prosterner devant la puissance ottomane. Lazar avait répondu en rassemblant chaque homme capable de tenir une arme et en envoyant un message qui stupéfia le sultan. Les Serbes combattraient jusqu'au dernier homme plutôt que de vivre à genoux. Cette défiance enragea Murad, qui ordonna une campagne d'anéantissement total. L'enjeu dépassait largement le territoire serbe. Pour les Ottomans, écraser la Serbie ouvrirait la route directe vers la Hongrie et le cœur de l'Europe chrétienne, transformant l'Empire en superpuissance incontestée du continent. Pour les Serbes, perdre cette bataille signifierait non seulement la mort de leur État, mais l'effacement de leur identité, la conversion forcée à l'islam, la réduction de leur peuple en esclavage ou en chair à canon pour les futures conquêtes ottomanes. Chaque homme serbe savait qu'il combattait pour la survie même de son peuple, que cette bataille déciderait si la Serbie continuerait d'exister ou disparaîtrait dans l'oubli, comme tant d'autres royaumes conquis. Les jours précédant la bataille furent consacrés à une préparation qui semblait désespérée à beaucoup.
Le prince Lazare ne pouvait pas éviter le combat. L'armée ottomane avançait trop rapidement et détruisait tout sur son passage. Il ne pouvait pas se cacher derrière des murailles. Les Ottomans maîtrisaient la guerre de siège et auraient simplement affamé les défenseurs. La seule option était une bataille en terrain ouvert contre une force 6 fois supérieure en nombre. Mais Lazare avait étudié chaque détail des tactiques ottomanes à travers les rapports de bataille précédentes. Il savait que les Ottomans comptaient sur leur supériorité numérique pour envelopper et écraser l'ennemi dans une bataille d'attrition. Il savait que le sultan Murad commandait personnellement depuis le centre, entouré de sa garde d'élite des janissaires. Et il savait surtout que l'arrogance ottomane les rendait prévisibles. Le sultan ne s'attendait pas à une stratégie sophistiquée de la part d'une armée condamnée. Il s'attendait à une résistance héroïque mais futile qui se terminerait par un massacre avant la tombée de la nuit. Voici ce que les chroniques ne racontent pas sur le plan que Lazare prépara. Il n'espérait pas gagner par la force militaire conventionnelle. Il avait compris que la seule façon de vaincre était de transformer la bataille en quelque chose que les Ottomans n'attendaient pas. Quelque chose de tellement audacieux que cela paralyserait leur commandement au moment critique. Lazare divisa secrètement son armée en 3 groupes distincts avec des missions très spécifiques. Le gros de ses forces, environ 3000 hommes, formerait le centre et affronterait directement l'armée ottomane dans ce qui ressemblerait à une bataille conventionnelle. 500 cavaliers d'élite, sous le commandement de Miloš Obilić, son meilleur guerrier, recevraient une mission suicidaire qui semblait de la pure folie. Et 500 autres hommes resteraient en réserve cachés pour exploiter le chaos au moment opportun. Plus important encore, Lazare avait infiltré des espions dans le camp ottoman déguisés en marchands et en déserteurs. Ces hommes avaient identifié la position exacte de la tente du sultan, les mouvements de sa garde personnelle et surtout, ils avaient repéré une faiblesse critique dans les défenses ottomanes que personne n'avait jamais exploitée auparavant. Attendez un instant. Avant de continuer, je dois vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti exactement comme ça, face à des forces tellement supérieures que la logique vous dit d'abandonner, avec tout le monde qui vous regarde en attendant votre échec inévitable? Cette sensation que vous devez tenter quelque chose de complètement fou, parce que jouer prudemment garantit votre défaite. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent maintenant et qui vivent ça en ce moment même, coincés dans une situation où les chiffres sont contre eux. Vous n'avez pas besoin de raconter tous les détails si vous ne le voulez pas, mais laissez-moi vous demander quelque chose. Écrivez dans les commentaires. Juste comme ça, très simplement. Je suis en infériorité, mais je vais oser l'impossible. Sérieusement, copiez et collez ça. Je suis en infériorité, mais je vais oser l'impossible. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous écrivez ça, vous ne faites pas que vous exprimer. Vous laissez un message pour quelqu'un d'autre qui va le lire dans une semaine, dans un mois, qui pense qu'il n'a aucune chance et qui verra votre commentaire et saura que parfois, l'audace pure peut renverser n'importe quelle probabilité. Votre commentaire peut sauver quelqu'un aujourd'hui. Et en même temps, vous vous engagez envers vous-même à chercher la solution audacieuse plutôt que d'accepter la logique de la défaite. Alors allez-y, mettez la vidéo en pause maintenant. Descendez et écrivez. Je suis en infériorité mais je vais oser l'impossible. Je vais lire chaque commentaire, je vous le promets. Vous n'êtes pas seul dans ce combat mental. Maintenant, laissez-moi continuer à vous montrer comment cette histoire se termine, parce que ce qui vient ensuite va vous donner exactement la munition mentale dont vous avez besoin pour votre propre bataille. Alors le prince Lazare fit quelque chose qu'aucun commandant dans sa position n'aurait osé envisager. La veille de la bataille, il convoqua Miloš Obilić et 12 autres chevaliers serbes, les meilleurs guerriers de son armée, et leur confia une mission qui ressemblait à un suicide pur. Ils devaient s'infiltrer dans le camp ottoman pendant la bataille, se frayer un chemin à travers des milliers d'ennemis, atteindre la tente personnelle du sultan Murad et l'assassiner en plein combat. C'était une idée tellement insensée que plusieurs nobles présents pensèrent que Lazare avait perdu la raison sous la pression. Assassiner un sultan ottoman entouré de milliers de gardes pendant une bataille rangée. Impossible. Suicidaire. Fou. Mais Miloš Obilić comprit immédiatement le génie de ce plan. Les Ottomans ne s'attendraient jamais à une attaque directe contre leur commandant suprême pendant la bataille. Toute leur doctrine militaire reposait sur la sécurité absolue du sultan qui dirigeait depuis une position imprenable. Si le sultan mourait, le commandement ottoman s'effondrerait dans la confusion et les luttes de pouvoir entre ses fils. La bataille se transformerait de victoire certaine en chaos total. Voici où la légende rencontre la réalité tactique. Ce que Lazare avait compris et que Murad n'avait pas anticipé, c'est que l'arrogance crée des angles morts.
Une armée qui se croit invincible ne protège pas son commandant, aussi bien qu'elle le devrait, parce qu'elle ne peut pas imaginer que l'ennemi oserait tenter l'impossible. En faisant semblant d'accepter une bataille conventionnelle tout en préparant une frappe décapitante, Lazare transformait la confiance ottomane en vulnérabilité mortelle. Le 15 juin au matin, les deux armées se déployèrent face à face dans la plaine de Kosovo. Les Ottomans formèrent 3 lignes massives, leur cavalerie sur les flancs, leur infanterie au centre, le sultan Murad commandant depuis l'arrière entouré de 500 janissaires d'élite. Les Serbes se disposèrent en formation serrée, leurs chevaliers lourds au centre prêts à charger. Le soleil se levait derrière l'armée ottomane, aveuglant les Serbes qui devaient plisser les yeux pour voir l'ennemi. La chaleur montait déjà, promettant une journée étouffante, où les armures deviendraient des fours de métal. Les tambours ottomans commencèrent à battre, un rythme lent et menaçant qui résonnait dans la poitrine des défenseurs serbes. Puis la charge commença. 25 000 soldats ottomans avancèrent en vagues rugissantes, leurs cris de guerre se mélangeant au tonnerre des sabots et au cliquetis de milliers d'armes. Les archers ottomans lâchèrent des volées de flèches qui obscurcirent le ciel avant de pleuvoir sur les lignes serbes. Des dizaines d'hommes tombèrent avant même que le combat rapproché ne commence. Puis les deux armées se heurtèrent avec un fracas métallique qui s'entendit à des kilomètres. Le choc initial fut dévastateur pour les Serbes. La supériorité numérique ottomane commença immédiatement à envelopper les flancs serbes, menaçant d'encercler complètement les défenseurs. Les chevaliers serbes combattaient avec une fureur désespérée, chaque homme sachant qu'il ne reverrait probablement pas le coucher du soleil. Les lances se brisaient, les épées s'entrechoquaient, les chevaux hennissaient de terreur. Le sang commençait à transformer la poussière en boue rouge. Pour les Ottomans, tout se déroulait exactement comme prévu. L'ennemi résistait courageusement mais serait bientôt submergé par les nombres. Le sultan Murad observait depuis sa position sécurisée, satisfait de voir son armée écraser méthodiquement la résistance serbe. Puis Miloš Obilić et ses 12 chevaliers firent quelque chose que personne n'avait jamais tenté dans l'histoire de la guerre médiévale. Au plus fort de la mêlée, quand toute l'attention ottomane était focalisée sur la bataille principale, ils se détachèrent de la formation serbe et chargèrent directement à travers les lignes ennemies, non pas vers le front mais vers l'arrière, vers le camp ottoman, vers la tente du sultan. Ils galopaient comme des hommes possédés, leurs armures couvertes du sang des ennemis qu'ils abattaient sur leur passage, leurs cris de guerre serbes semant la confusion parmi les soldats ottomans qui ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. 13 cavaliers chargeant seuls à travers 25 000 ennemis. C'était tellement fou, tellement suicidaire, que pendant les premières secondes, les Ottomans pensèrent que c'étaient des déserteurs fuyant la bataille. Quand ils réalisèrent la vérité, il était déjà trop tard. Obilić et ses hommes avaient percé 3 lignes de défense par la pure violence de leur charge. Les gardes du sultan tentèrent de former un mur humain, mais Obilić frappa avec une force qui semblait surnaturelle, sa masse d'armes écrasant les crânes et brisant les os. 2 de ses chevaliers tombèrent, puis 4, puis 7. Mais les survivants continuaient d'avancer, chaque mètre gagné au prix de leur vie. Obilić lui-même reçut 3 blessures mortelles mais refusa de tomber. Il se fraya un chemin jusqu'à la tente du sultan et entra en titubant, son armure déchiquetée, son sang coulant sur le sol. Le sultan Murad se leva de son siège, choqué de voir un guerrier ennemi sanglant debout devant lui. Obilić utilisa ses dernières forces pour lever son épée et frapper. Le sultan tomba, mortellement blessé, son sang se mélangeant à celui de l'assassin qui s'effondra à côté de lui. « Regardez, je sais que vous n'êtes pas ici juste pour l'histoire. Vous êtes ici parce qu'à un moment de votre vie, vous vous êtes aussi senti submergé par des forces plus grandes que vous, cherchant cette action audacieuse que personne d'autre n'oserait tenter. Et vous savez ce que j'ai appris en étudiant ces batailles ? Que les plus grands leaders de l'histoire n'ont pas gagné parce qu'ils avaient les meilleures cartes. Ils ont gagné parce qu'ils ont osé jouer des coups que personne ne voyait venir, parce qu'ils ont transformé l'impossible en réalité par l'audace pure. Si vous voulez continuer à recevoir ces histoires qui vous montrent que l'audace stratégique peut vaincre n'importe quelle supériorité numérique, qui vous inspirent à oser votre propre coup impossible quand tout semble perdu, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, j'apporte des histoires réelles de personnes qui ont transformé des désavantages écrasants en victoires impossibles par la pensée audacieuse. Et écoutez, ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est un entraînement mental pour vos propres défis. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Appuyez sur le bouton rouge en bas et venez rejoindre cette communauté de personnes qui croient que l'audace vaut 10 000 soldats.
La mort du sultan Murad déclencha un effondrement en cascade du commandement ottoman. Ses deux fils, Bayezid et Yacoub, commencèrent immédiatement à se disputer le contrôle de l'armée alors que leur père agonisait. Les janissaires, paralysés par le choc de voir leur sultan assassiné, hésitèrent pour la première fois. Cette hésitation de quelques minutes fut fatale. Le prince Lazare, qui attendait ce moment précis, lança sa réserve cachée dans une charge dévastatrice contre le flanc ottoman déstabilisé. Les Serbes, galvanisés par la nouvelle que le sultan était mort, combattirent avec une fureur décuplée, chaque homme se transformant en machine de guerre. La confusion ottomane se transforma en panique. Les soldats qui avaient combattu avec confiance quelques minutes auparavant commencèrent à regarder par-dessus leur épaule, cherchant des ordres qui ne venaient pas. Les officiers ottomans criaient des instructions contradictoires. Bayezid ordonnait de continuer l'attaque tandis que Yacoub voulait sécuriser le corps de leur père. Cette désunion du commandement se répandit à travers les rangs comme un poison. La bataille qui devait être un massacre des Serbes se transforma en mêlée chaotique où la supériorité numérique ottomane ne comptait plus. Dans les espaces étroits du combat rapproché, l'armure lourde et l'entraînement supérieur des chevaliers serbes leur donnaient l'avantage. Chaque Serbe combattait avec la rage de celui qui n'a rien à perdre, tandis que les Ottomans commençaient à réaliser que leur victoire certaine se transformait en cauchemar. Les heures suivantes virent un carnage qui stupéfia les deux camps. Les Serbes, bien qu'inférieurs en nombre, infligèrent des pertes catastrophiques à l'armée ottomane désorganisée. Finalement, alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, Bayezid parvint à prendre le contrôle et ordonna une retraite générale. Mais il était trop tard. Des milliers de soldats ottomans gisaient morts ou mourant dans la plaine. La retraite se transforma en déroute alors que les Serbes poursuivaient impitoyablement l'ennemi en fuite. Les statistiques finales de la bataille de Kosovo stupéfièrent l'Europe entière. 4000 Serbes avaient affronté 25 000 Ottomans, et bien que les pertes fussent terribles des deux côtés, les Ottomans perdirent leur sultan, près de 15 000 soldats tués ou blessés, et leur réputation d'invincibilité. Les Serbes sacrifièrent près de 3 000 hommes, incluant le prince Lazare, lui-même qui mourut dans les dernières heures de la bataille. Mais ils prouvèrent qu'une armée inférieure en nombre pouvait détruire un empire par l'audace tactique et le sacrifice héroïque. Les conséquences transformèrent immédiatement la dynamique des Balkans. Bien que Bayezid finisse par consolider son pouvoir et reprenne l'expansion ottomane, la bataille de Kosovo retarda de décennies la conquête complète de la région. Plus importante encore, elle créa un mythe de résistance qui inspira les peuples balkaniques pendant des siècles. L'idée qu'un petit groupe d'hommes courageux pouvait affronter un empire et infliger des pertes dévastatrices devint un pilier de l'identité serbe. La mort de Miloš Obilić fut immortalisée dans des chansons épiques qui se transmettent encore aujourd'hui, transformant un guerrier en symbole éternel du courage face à l'impossible. Laissez dans les commentaires quel moment de cette stratégie audacieuse vous a le plus marqué et comment vous allez appliquer ces principes d'audace tactique à vos propres défis contre des adversaires plus puissants. Construisons ensemble cette communauté de stratèges qui refusent d'accepter que les chiffres décident de tout. Le 15 juin 1489 dans la plaine de Kosovo, 4000 Serbes prouvèrent que l'audace stratégique peut transformer la supériorité numérique écrasante de l'ennemi en vulnérabilité mortelle. Ils démontrèrent que les plus grandes victoires émergent non des armées les plus grandes, mais des cerveaux qui osent l'impossible avec une détermination suicidaire. 25 000 contre 4 000. Une frappe décapitante tellement audacieuse qu'elle paralysa un empire. Un sacrifice tellement complet qu'il créa un mythe qui dure encore 7 siècles plus tard. Et dans cette destruction mutuelle, ils prouvèrent pour toujours qu'aucune armée n'est invincible quand l'audace rencontre l'opportunité, dans un moment où l'ennemi croit sa victoire garantie et baisse sa garde fatalement.